tous et bienvenue dans notre émission À vos droits. Je suis en présence de Léa et Tatiana, deux étudiantes du Master 2 Droit de la responsabilité médicale. Elles vont intervenir au cours de notre émission consacrée aux droits des patients en soins psychiatriques. Bonjour Léa, bonjour Tatiana. Bonjour Marine. Pour commencer, d'après un rapport réalisé par l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 4 souffre ou souffrira de troubles mentaux ou neurologiques au cours de sa vie. Mais la question principale qui se pose est la suivante. En quoi consistent réellement les soins psychiatriques ? Il faut savoir que la psychiatrie est une partie de la médecine qui étudie et traite les maladies mentales, les troubles de la vie psychique. Il faut savoir que les troubles psychiatriques sont classés au 3e rang des maladies les plus fréquentes. Les pathologies les plus préoccupantes sont la schizophrénie, les troubles bipolaires, les addictions, la dépression et les troubles obsessionnels compulsifs. Dans l'imaginaire collectif, on a tendance à confondre la psychiatrie et la psychologie. En effet, le rôle du psychiatre et du psychologue sont complémentaires. Le psychiatre, lui, peut prescrire un traitement médicamenteux, alors que le psychologue aura pour objectif, lui, de pousser à la discussion. Très bien, merci pour cette précision. Le sujet du jour porte sur les droits qu'ont les patients qui suivent des soins psychiatriques. Pourquoi s'intéresser à leurs droits ? Les patients hospitalisés en soins psychiatriques disposent-ils d'une garantie particulière ? Oui, alors il faut savoir que les droits du patient varient en fonction de la nature des soins psychiatriques qui lui sont dispensés, puisqu'il existe 2 types d'hospitalisation. Donc on a d'abord l'hospitalisation libre, c'est-à-dire lorsque le patient estime nécessaire de recevoir des soins eu égard de son état mental. Et à côté de l'hospitalisation libre, nous avons l'hospitalisation sans consentement, lorsque le patient bénéficie de soins à la demande d'un tiers, et on reviendra dessus un peu plus tard. Cependant, les patients en soins psychiatriques bénéficiant disposent des mêmes droits que les patients hospitalisés pour des soins classiques. Donc, par exemple, un patient hospitalisé pour des soins psychiatriques pourra accéder à son dossier médical, obtenir le droit à une information sur son état de santé, encore avoir le droit de voter ou pouvoir solliciter un avocat ou un médecin. Donc, finalement, on se rend bien compte que ces patients en soins psychiatriques sont des citoyens classiques bénéficiant des droits reconnus à chaque personne. D'accord. Et comment finalement, le patient est-il averti des droits dont il dispose lorsqu'il bénéficie de ces soins ? Oui, alors tous ces droits sont répertoriés dans la charte de la personne hospitalisée qui est transmise au patient à son entrée dans l'établissement de santé pour qu'il puisse connaître les droits auxquels il peut disposer. D'accord, notre sujet porte sur les soins psychiatriques. Pourquoi alors est-ce intéressant de se focaliser particulièrement sur ce sujet ? Existe-t-il une spécificité particulière qui augmenterait son intérêt ? Oui, justement, nous y venons. En effet, le patient qui est hospitalisé en soins psychiatriques peut être soit acteur, soit spectateur de son hospitalisation. Je m'explique, le patient dit spectateur de son hospitalisation est le patient qui ne s'est pas lui-même rendu dans un établissement de santé pour se faire hospitaliser en soins psychiatriques. Ce patient se voit hospitalisé dans un effort et dans un souci de protection de sa personne, soit à la demande d'un tiers, soit à la demande du représentant de l'État, à savoir le préfet, soit en cas de péril imminent ou de situation d'urgence. Ces demandes d'hospitalisation sans consentement sont toutes accompagnées de certificats médicaux afin de permettre aux médecins et notamment aux psychiatres de démontrer l'existence de troubles psychiatriques chez le patient faisant l'objet de la demande et également la nécessité des soins, de recevoir des soins psychiatriques. Le patient se trouve alors hospitalisé sans son consentement, ce qui entraîne une restriction de ses droits fondamentaux en raison finalement de sa vulnérabilité. D'accord, donc si j'ai bien compris, le patient qui est hospitalisé sans son consentement se voit restreindre ses droits fondamentaux. C'est exactement cela. Il est fait référence à de nombreux droits fondamentaux tels que la liberté d'aller et venir, le respect à la vie privée, ou encore le respect à la dignité humaine. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret ? Oui, tout à fait. Alors, par exemple, les mesures prises pour contenir le malade atteint de soins psychiatriques peuvent parfois être considérées comme ne respectant pas la dignité humaine de la personne, notamment avec les mesures de contention, c'est-à-dire quand le patient se retrouve restreint à son lit, ou encore les mesures d'isolement qui sont censées être des mesures de dernier recours. On peut également prendre l'exemple de la liberté d'aller et venir, puisque lorsque le patient se retrouve en soins psychiatriques sans consentement, il n'est pas à même de décider de sa sortie de l'établissement, donc on se rend bien compte qu'il ne peut pas jouir pleinement de sa liberté d'aller et venir. Et je tiens à préciser que cela est prévu par la loi. En effet,
la loi permet la possibilité de restreindre les libertés individuelles d'une personne hospitalisée en soins psychiatriques, mais il y a une condition à cela. En effet, les mesures doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'état de santé mentale du patient et à la mise en œuvre finalement du traitement requis. D'accord, donc on comprend bien que certains droits sont restreints pour les personnes hospitalisées sans leur consentement, mais du coup, comment peut-on contrôler cette restriction ? Alors, le patient en soins psychiatriques peut, pour permettre un contrôle de ses droits, finalement, saisir la commission départementale des soins psychiatriques. Cette commission est informée de toutes les décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et a pour mission, finalement, d'examiner chaque situation individuelle des patients et également de s'assurer du respect des modalités d'accès aux informations relatives à la santé de chaque patient. Et à côté de cette commission, le patient peut également saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est actuellement Adeline Hazan, de toutes les faits et situations relevant de sa compétence, donc qui est finalement de veiller au respect des droits fondamentaux, comme le respect à la dignité humaine qu'on a mentionné précédemment. D'accord, donc si j'ai bien compris, nous avons la commission départementale des soins psychiatriques, le contrôleur général des lieux de privation et de liberté, et il y a également le juge des libertés et de la détention, qui permettent de contrôler les droits fondamentaux, enfin les restrictions des droits fondamentaux imposés aux personnes hospitalisées en soins psychiatriques sans leur consentement. Oui, c'est ça. Pouvez-vous nous apporter un petit peu plus d'informations concernant le juge des libertés et de la détention ? Oui, donc nous savons que le juge des libertés et de la détention a été créé par la loi du 15 juin 2000 et il a de nombreuses attributions en matière de privation de liberté et de non-respect des libertés individuelles. Et quel est son rôle concrètement ? Doit-il toujours se prononcer sur la situation du patient ? Qui décide de son intervention finalement ? Donc, il faut savoir qu'il y a 2 contrôles. Donc, le premier contrôle est un contrôle qui est facultatif et le second contrôle est un contrôle automatique. Donc le premier contrôle se traduit par le fait que lorsque le patient se voit hospitalisé finalement en soins psychiatriques, il a la possibilité de finalement saisir le juge des libertés et de la détention afin que celui-ci vérifie le respect de ses droits et également il peut lui adresser une demande de main levée. Donc la main levée, c'est finalement une demande d'arrêt du processus d'hospitalisation et de retour du patient à son domicile. Donc le patient a cette possibilité-là, mais il a également une deuxième possibilité, enfin ce n'est pas une possibilité, mais finalement le juge des libertés et de la détention devra se prononcer automatiquement dans un délai de 12 jours. Donc le patient est hospitalisé et dans le délai de 12 jours, le juge des libertés et de la détention devra se prononcer sur le respect des droits du patient et également il pourra statuer finalement sur la situation du patient. Est-ce que le patient doit rester hospitalisé en soins psychiatriques ou est-ce que celui-ci peut bénéficier d'une main levée ? Et cela prend la forme d'une audience qui va réunir le juge des libertés et de la détention, l'avocat et le patient. D'accord, donc si je comprends bien, le juge vérifie si la décision de soins sans consentement est justifiée et si elle nécessite une restriction ou une limitation de la liberté du patient. Il va donc opérer une conciliation entre la liberté du patient et la protection de sa santé ou la protection de l'ordre public. Oui, c'est exactement ça. Et je vous conseille d'aller regarder le film 12 jours de Raymond Depardon si notre émission vous a plu. Merci pour vos conseils. Merci Marine. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci pour tous les précieux conseils que vous avez pu apporter à nos internautes. Quant à vous, j'espère que les explications de Léa et Tatiana vous auront éclairé à ce sujet. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans À vos droits.